Bienvenue sur notre chaîne Entreprise où nous recevons aujourd'hui notre cher Christophe. Alors pour l'instant vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas, ou peut-être certains l'ont reconnu. Ah ah, mystère, mais qui est-ce? Justement, nous allons rebalayer notre invité sur 3 questions. La première, pourquoi la Bretagne? Pourquoi son installation? Pourquoi l'installation de son entreprise en Bretagne? La seconde, comment il s'organise? Quels sont ses clients? Quelle est sa particularité? Et troisièmement, qui est-il, ce Christophe, pour être ici devant nous et partager ces moments et ces instants avec nos chers, pas téléspectateurs, mais nos chers spectateurs de la vidéo. Alors, on va voir notre invité. Bonjour Christophe. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Voilà. Alors Christophe, qui es-tu et que fais-tu? Parce que là, on y va, on creuse l'abcès, on y va. Alors je m'appelle Christophe, j'ai 51 ans et je suis père de 4 enfants et directeur du cabinet Didalyse. Didalyse. Mais qu'est-ce que ça fait Didalyse? Alors Didalyse est un organisme de formation qui travaille exclusivement pour la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. La fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup de choses ça. C'est quoi la fonction publique territoriale? Ça peut sembler évident, mais pour nous entrepreneurs de façon générale, la fonction publique, bon ok, mais c'est quoi? C'est qui? Alors concrètement, on intervient pour des communes, des collectivités, des regroupements de communes sur un certain nombre de champs qui vont du management à la préparation au concours, à l'efficacité professionnelle, à la gestion de projets que tu connais bien d'ailleurs. Oui. Enfin voilà, tout un tas de formations à destination des agents qui travaillent effectivement dans les collectivités territoriales. D'accord, donc tu as les communes, tu as le territoire, voilà, et puis tu m'as parlé de l'État aussi. Tout à fait. Donc on intervient aussi pour des établissements publics ou pour des ministères, voilà, sur un certain nombre de champs, principalement sur la préparation au concours de la fonction publique. D'accord. Voilà, mais aussi d'autres champs par ailleurs, comme le management, comme je le citais tout à l'heure, ou d'autres champs. Donc en fait, ça veut dire que quand les gens arrivent, et quand on entend certains fonctionnaires dire on va passer un concours, ils vont en fait ou alors ils ont une formation auprès de toi pour les aider à passer le concours. C'est ça. Alors j'aimerais bien que tous les agents aient envie de travailler avec Didalyse. D'accord. Mais effectivement, ça se passe un petit peu autrement. En fait, on répond à des appels d'offres. Ok. Ah, voilà. Oui, c'est vrai. C'est 99% de notre activité. Et puis quand on a la chance d'être retenu, ce qui est évidemment pas toujours le cas, et ensuite on déploie effectivement les formations qui ont été commandées dans le cadre de cet appel d'offres. Oui, vous voyez, c'est ça aussi cette particularité, mais ce n'est pas la seule de notre invité. Je n'en dirai pas plus, mais nous allons l'aborder. Mais dans ce point-là, ce qui est important, nous, entrepreneurs, en règle générale, dans le domaine privé, on a des clients, on a une relation B2B, bon voilà, et à partir de là, on signe des contrats, on fait des devis, prestations. Là, le cabinet Didalyse, lui, se spécifie dans la réponse aux appels d'offres. C'est-à-dire que son seul point d'entrée, ce sont les appels d'offres. 99%, tu m'as dit. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça amène comme différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nous, ce que ça veut dire, mais c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, qu'on travaille pour la fonction publique ou pas, c'est un énorme travail pour répondre à cet appel d'offres, répondre vraiment à la demande du client. Reformuler son contexte, bien comprendre ce qu'il attend, mettre en face aussi l'ensemble des moyens dont il a besoin pour réaliser la prestation. Bien sûr. Évidemment aussi un prix, voilà, en fonction des appels d'offres, le pourcentage dans la note finale évolue en termes de pourcentage sur le prix, sur les CV qu'on propose, sur la pédagogie qu'on souhaite amener. Voilà. Et alors la particularité, je dirais peut-être une chance pour notre entreprise, c'est que lorsqu'on décroche un appel d'offres, on va dire que les durées pour les appels d'offres que nous avons aujourd'hui varient entre 1 et 4 ans. Ça veut dire que quand on décroche un appel d'offres pour 4 ans, c'est 4 ans de travail devant nous. D'accord. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir une certaine lisibilité, visibilité. C'est quelque chose d'assez rassurant, ce qui peut-être est un peu différent dans le secteur privé. Mais bien sûr, où effectivement, voilà, il faut aller davantage, peut-être plus régulièrement, il y a peut-être moins de récurrence. Il y a moins de récurrence, voilà. Oui. Donc c'est une des différences. Voilà. Et puis une autre différence, c'est que il s'agit de la fonction publique, alors qu'elle soit territoriale ou d'État.
avec un fonctionnement qui lui est propre, un vocabulaire Oui. qui lui est propre, Oh, oui. et qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde de l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Il y a des particularités, des postes, et puis des sections, cadre A, cadre B, cadre C, enfin, des façons de regarder le travail qui est différente du professionnel. C'est ça? Alors oui, Est-ce que c'est ça? C'est ça, Reprends-moi. Hein. Et je te reprends. Mais bien sûr, mais tu fais bien. Tu es le spécialiste de la fonction publique. Non, et avec aujourd'hui une réalité qui est que de plus en plus de personnes du secteur privé Oui. entrent dans la fonction publique. Ah. Donc il y a aussi un certain nombre d'évolutions qu'on voit D'accord. naître, mais depuis un certain nombre d'années maintenant, mais qui, je pense, s'accentuent, notamment dans les fonctions managériales. Voilà, je dirais avec un apport du monde de l'entreprise au sein de la fonction publique. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Donc en fait, c'est une évolution culturelle qui arrive dans la fonction publique actuellement. Voilà, mais comme je dirais, le monde du travail en général est en pleine mutation. Il y a aussi une mutation progressive au sein de la fonction publique. Oui. Ouais, effectivement, pour avoir accompagné ces différentes fonctions publiques dans cet aménagement organisationnel, on se rend compte effectivement qu'il y a des évolutions. Mais il faut être un spécialiste de la fonction publique pour comprendre, je pense, hein, l'état qui est et l'état à devenir. Et donc, toi, tu fais ça, tu accompagnes cette évolution. Alors, j'accompagne en partie l'évolution et puis je pose aussi des questions puisque voilà, il y a une véritable réflexion qui est le sujet du moment, par exemple, sur l'IA aujourd'hui. Ah oui, oui. Voilà, l'impact de l'IA sur le monde du travail, cette évolution du monde du travail en ce qui me concerne, qu'on maîtrise, à mon sens, pas encore très très bien, les questions que soulève l'IA. Et effectivement, cette IA, il est dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, mais il est aussi dans la fonction publique territoriale et fonction publique d'État. Voilà, et ça va forcément avoir un impact sur les métiers de demain, sur la manière de voir le travail, sur la manière de l'organiser sans doute, sur la manière où peut-être la valeur ajoutée va se redéployer autrement. Enfin voilà, il y a de véritables questions. Et puis des questions sous-jacentes qui sont, alors pour les plus évidentes, l'impact de l'IA sur l'écologie, mais au-delà de ça, finalement, la question de fond, c'est qui est l'homme au regard de cette machine, au regard de l'IA. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'IA, qu'est-ce qu'on se refuse de faire. Quel impact aussi peut-être sur le fonctionnement du cerveau, puisque demain on a un outil qui va réfléchir à notre place en partie. Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi des questions au-delà de la formation pour nous chez Didalyse, mais voilà, c'est vrai dans d'autres entreprises évidemment, dans d'autres structures. C'est d'essayer de comprendre, anticiper les évolutions et choisir ce qu'on a envie de transmettre et choisir les limites qu'on se fixe. Voilà. Et le sujet du moment, je disais, pour nous, c'est effectivement l'IA. Qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Et quelque chose qui, par exemple, est en train de naître chez nous, c'est un travail sur développer son esprit critique. On se dit que on peut former à l'IA, mais ça n'ira pas sans développer son esprit critique. Oui, alors j'en profite pour faire un petit coucou à cette chaîne qui s'appelle Sens Critique, qui amène justement cette notion de la pensée critique sur tous les sujets et qui arrive à la même conclusion que tu es en train de développer, Christophe, qui est effectivement l'IA, c'est bien, mais développons notre sens critique des choses, amenons à la conversation et à la différence, et puis en tout cas à apprécier un point de vue de l'autre côté de la montagne, comme dirait un autre invité que nous avons eu dernièrement. Et donc, je résume. Nous avons en face de nous Christophe. Christophe qui accompagne la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Et qui nous dit il faut savoir anticiper ce que demain seront les demandes dans un système organisationnel qui peut être d'État ou territorial. Et il nous parle d'IA. Il nous parle de cette projection et de l'anticipation qu'on doit avoir en tant qu'organisme de formation. Devancer ce que demain nos institutions, je vais les appeler comme ça, pourraient susciter comme besoin. Alors oui, avoir un train d'avance en fait. Alors c'est essayer d'avoir un train d'avance, sachant que je ne suis pas devin.
que le monde évolue très très vite, l'IA évolue très très Oui, vite, bien donc sûr. les questions qu'on se pose aujourd'hui se poseront peut-être même plus demain ou après-demain. Mais c'est effectivement, se dire aujourd'hui on propose un certain nombre de formations, on pourrait dire dans notre catalogue, et pour autant, quels pourraient être les besoins de demain, qu'est-ce que Didalis pourrait apporter comme valeur ajoutée, et c'est effectivement ça que nous travaillons aussi. Voilà. Oui, oui, il y a une histoire de veille, une histoire de se dire, Bien sûr. c'est important de pas uniquement répondre à un besoin qui est présent, qui est là, mais se dire, bon, ce besoin, comment on peut en faire une projection sur un besoin futur et répondre à ce besoin futur. Tu en parlais il y a quelques moments, là, cette question de l'environnement. Oui. Je sais que les fonctions territoriales et les fonctions d'État ont mis au cœur véritablement un parcours auprès du CNFPT sur cette dimension écologique, environnementale, comme un must-have, comme une obligation de comprendre ces problématiques avant de travailler avec certaines institutions. Oui, c'est très juste. En fait, dans le cadre d'un des marchés que nous avons l'obligation d'être formés effectivement au développement durable. Voilà, et les formateurs qui interviennent sur ces marchés ont l'obligation d'avoir une certification ou un badge qui atteste qu'ils ont suivi un certain nombre de formations sur ces questions. Pour autant, pour moi, c'est pas. Alors, c'est effectivement le nécessaire, le préalable pour intervenir, mais j'y vois aussi parfois une certaine antinomie, si je puis dire, c'est-à-dire que à la fois cette question du développement durable, et Didalis a fait le choix, même nous sommes qu'une TPE, 4 salariés aujourd'hui, 30 formateurs indépendants, mais on a fait le choix de faire notre bilan carbone et de mettre en place un certain nombre de préconisations pour améliorer notre impact environnemental. Attends, juste, je te coupe. Tu es 4 personnes et tu décides de faire un bilan carbone. Oui, parce que nous sommes dans notre environnement. Nous sommes aussi participants d'un écosystème, implanté dans une région. Voilà. Et nous avions envie, avec l'équipe, de réfléchir à notre impact et de voir ce que nous pouvions améliorer au sein de l'entreprise pour diminuer notre empreinte carbone. Et puis aussi, au-delà de ça, que nous ayons aussi une prise de conscience sur des choses assez basiques que sont nos déplacements. En fait, le cœur de notre métier, c'est de nous déplacer à travers la France. Donc comment réduire cet impact carbone nous-mêmes qui prenons la plupart du temps un véhicule parce que les horaires de train ne correspondent pas forcément toujours à nos déplacements. Enfin, voilà. Donc c'était une vraie réflexion, beaucoup plus large que les transports, mais sur l'impact de l'entreprise et ce que nous pouvions améliorer. D'accord. D'autant plus que nous sommes en Bretagne et que les transports, c'est pas les mêmes que nous pourrions retrouver dans d'autres grandes régions comme Lyon, et ainsi de suite. Donc il y a une répercussion, il y a une vraie interrogation. Et c'est un sujet aussi de la région. Oui. Mais il y a aussi une question de changement d'habitude. Je vais prendre un exemple me concernant. On intervient sur la ville de Rennes, par exemple, et j'avais pour habitude, les fois où j'intervenais, de prendre ma voiture, parce que je trouvais que c'était plus facile. Et puis j'ai une collègue qui m'a dit, mais Christophe, en fait, il y a le train, et c'est vrai qu'il y a le train, on est à côté de Vannes, enfin je veux dire, c'est à 2 pas, il n'y a aucune excuse pour ne pas prendre le train. Et finalement, quelque chose qui est peut-être évident pour un certain nombre de personnes n'était pas forcément pour moi. Et alors, on aurait pu le vivre en dehors du bilan carbone, mais en tout cas, ça a été pour moi une prise de conscience que, avant de décider de mon mode de déplacement, ça valait le coup de d'abord envisager un mode de transport en commun, avant d'envisager de prendre ma voiture. C'est une petite chose, c'est un petit changement de réflexe et d'habitude auquel je m'astreins. Il y a d'autres choses. Le covoiturage, par exemple, je circulais souvent seul en voiture. Aujourd'hui, c'est de proposer davantage c'est des choses évidentes sans doute pour un certain nombre de personnes qui nous écouteront, qui ont déjà mis ça en place depuis très longtemps. Mais voilà, j'étais un peu dans mon couloir de nage. On parlait tout à l'heure ensemble de natation. Et c'est aussi de sortir un peu de ce couloir de nage pour voir ce qui se passe par ailleurs et voir comment on peut faire évoluer nos pratiques. Et en plus, la ville de Rennes est une ville qui met en place les parkings relais avec ce système. Tout à fait. Qui est, j'avoue, je trouve ça très bien. Donc il y a cette volonté. Donc tu participes à cette volonté dans cette dimension territoriale, puisque on est sur l'environnement, on est sur la Bretagne, on est tout ça. Et justement, cet environnement dans lequel ton entreprise est située, Saint-Nolff, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à dire je vais en Bretagne.
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai un attachement viscéral à la Bretagne. Ah, Voilà, moi, je suis pas breton. En tout cas, je le suis d'adoption maintenant. Mais je ne suis pas breton, je suis parisien. ok. Et comme beaucoup de Parisiens, mes parents ont fait construire une maison à Carnac. Hmm. Et donc, j'ai passé toutes mes vacances, depuis l'âge de 4 ans, dans le Morbihan, à Carnac. Mhm. Et je dirais que je n'ai, pour ma part, jamais beaucoup aimé la vie parisienne. Ah, Et pour moi, Carnac, le Morbihan plus généralement, c'était un lieu de respiration. mhm. Voilà, avec, je trouvais un espace sauvegardé, de belles plages, mais aussi de belles forêts. J'ai envie de dire la côte, mais aussi les terres. Enfin voilà, je trouvais une belle richesse en Bretagne. Et peut-être étonnamment, je ne sais pas, mais je me suis toujours senti chez moi en Bretagne, alors même que je n'y suis pas né. Et je m'étais fait cette promesse à l'âge de 17-18 ans que un jour, je m'installerai en Bretagne. D'accord. Et donc, dès que cette opportunité est venue, je suis venu pour le travail dans le Morbihan. Alors, j'ai fait des petits sauts de puce parce que j'ai pas mal bougé. J'ai déménagé 9 fois aujourd'hui dans ma vie, mais aujourd'hui, j'espère, je suis installé définitivement dans le Morbihan. Mhm. Donc tu étais sur Carnac, donc le casino, les chandelles. Absolument pas. Ah, pas ce côté-là, pas ce côté-là de Carnac. Absolument pas. Non, pas cette vie-là, d'accord. Oui. Et puis la deuxième raison à la Bretagne, c'est que à l'époque, avant que nous ne revenions dans le Morbihan, nous Ok. étions en Mayenne, à Laval. Et puis j'avais ce projet de reprendre une entreprise. Voilà, la décision était prise. Et donc j'ai écrit une lettre d'intention, une lettre de cadrage. Voilà, qu'est-ce qui était finalement le cadre de cette entreprise dont je rêvais. Et le premier critère pour moi, c'était la Bretagne. Donc, D'accord. j'avais un certain nombre d'entreprises que je visais, mais je dirais que le lieu où j'avais envie d'être, le lieu où j'avais envie de vivre avec ma famille, c'était la Bretagne, plus particulièrement le Morbihan. D'accord. Et donc j'ai commencé mes recherches uniquement en Bretagne et dans le Morbihan. Et alors, comment cette rencontre s'est faite entre Christophe et Didalise? Alors, une reprise d'entreprise, ce sont des rencontres. Et je Ah crois oui, que c'est pour ça. c'est ça, ce ne sont que des rencontres. Donc, j'ai d'abord été accompagné. J'ai eu besoin, moi, de refaire un Master 2 en administration des entreprises, je dirais pour avoir davantage de légitimité, enfin, me rassurer moi-même sur ma capacité, et puis aussi apprendre un certain nombre de choses. Et puis je me suis fait accompagner par un expert comptable bénévolement qui m'a accompagné pendant quasiment 1 an sur la reprise d'entreprise. Et puis voilà, en adhérant à une association qui était les cédants et repreneurs d'affaires, le CRA, un certain nombre d'entreprises m'ont été proposées. Et puis après, c'est ce que je disais, ce sont des histoires de rencontres. Ah, c'est ça. Donc voilà, on rencontre des personnes dans des marchés, enfin dans des secteurs qu'on a identifiés. Pour moi, il y en avait un certain nombre, dont le domaine de la formation. Et puis Didalise, ça a été une rencontre avec Guy, le fondateur de Didalise, et Brigitte, son associé. Et je dirais que ça a matché tout de suite. Je pense qu'on s'est retrouvés sur un certain nombre de valeurs. On s'est retrouvés sur la manière dont moi j'avais envie de conduire l'entreprise et dont elle était conduite juste à présent. Et voilà, et puis la discussion s'est entamée et les choses se sont faites. Voilà. Et maintenant, donc, 4 salariés. Oui, alors Didalise n'a jamais eu beaucoup de salariés, je vais dire, parce que dans ce domaine de la formation, on travaille beaucoup avec des formateurs indépendants. Mais à l'époque où j'ai repris Didalise, il y avait 2 salariés et demi. Voilà, aujourd'hui 4. Par contre, il y avait 15 formateurs indépendants et aujourd'hui on a une trentaine. 30, ouais. Oui, ça prouve bien qu'il y a une augmentation d'activité, il y a une augmentation d'affaires, il y a une augmentation du taux de réponse aussi, de nombre de contrats d'appels d'offres gérés par rapport à... Oui, alors effectivement, on a davantage de réponses positives sur nos appels d'offres. D'abord parce que je pense qu'on a progressivement mieux compris les demandes de nos clients. Ça ne veut pas dire que le cédant ne les comprenait pas, mais voilà, le marché était sans doute un peu différent. L'entreprise s'est aussi structurée différemment. Bien sûr. On a aussi beaucoup progressé, je pense, sur la structuration du cabinet lui-même. Et on y a été aidé grâce à une certification qui s'appelle la certification Calliope. Ah oui, oui. Voilà, une certification qui apporte un gage, je dirais, de qualité de la formation et qui pour nous, au-delà du fait qu'évidemment c'est quelque chose d'assez lourd administrativement, c'est quand même un outil qui nous a permis de davantage nous structurer, de davantage, cadrer notre entreprise, lui permettre de développer certaines valeurs ajoutées.
qui nous donne aujourd'hui une légitimité sans doute aussi un peu plus forte vis-à-vis de nous. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qu'ils demandent en plus dans les appels d'offres, c'est cette réglementation autour du process, de la vérification, du sérieux de l'entreprise. Et ça passe aussi par Calliope. Oui, ça passe par Calliope, même si je pense que Calliope n'est pas le gage total de la qualité des formations. Je pense qu'il y aurait encore d'autres choses à imaginer. Et puis, enfin, je le dis, je ne suis rien sans les personnes qui travaillent à Didalis. Je ne suis rien sans mes salariés, et je ne suis rien, enfin Didalis n'est rien sans ses salariés et n'est rien sans ses formateurs. Et je dirais que la qualité de Didalis, que je revendique, parce que ça a toujours été la ligne de conduite de Didalis, c'est de faire le travail et de bien le faire. Je pense que c'est d'ailleurs la ligne de conduite de toutes les entreprises. Je le dois à toutes les personnes qui y travaillent, voilà, et qui sont que ce soit des salariés ou des prestataires totalement investis dans ce qu'ils font. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Christophe, et je confirme ce qu'il vient de dire, parce qu'en plus, il a une particularité dans sa façon de faire, mais je pense que vous l'avez ressenti dans les mots et dans la façon dont il a ce don du partage, c'est que tous les ans, tu nous fais la ferveur de nous inviter pour justement faire des échanges de pratiques, à un moment donné se regarder et se dire bah tiens, tu fais ça comment? Ah, le type de public il est comme ça. Ah, il y a cette particularité à ce moment-là, de permettre d'échanger et de faire cette connaissance commune autour d'un verre, autour d'un restaurant, autour d'un jeu de bois, voilà. Et c'est quelque chose qui l'apporte en plus, qu'on rencontre pas habituellement chez d'autres organismes de formation. C'est cette volonté d'échanger, de communiquer, d'apporter dans nos expériences diverses des connaissances à l'autre. C'est aussi dans sa façon de faire qui fait que nous avons tenu à inviter Christophe, parce que cette approche est différente de certains autres organismes, au-delà du fait que tu es un organisme public, tu as comme client le public, tu as une volonté familiale de garder autour de toi tes formateurs, dans ces relations, dans cette particularité, et aussi bien tes salariés, voilà. Et ce besoin de relation, ce besoin de sentir un peu ce côté animal de ce qui se passe, eh bien, tu as décidé d'en faire aussi quelque chose dans une approche différenciée, dans une approche un peu, et là nous y arrivons, vous avez vu, dans cette approche, que vas-tu proposer dans cette approche animale? Alors en fait, j'ai eu la chance, il y a quelques mois, presque un an maintenant, de découvrir une nouvelle activité qui est l'équicoaching, donc qui est l'accompagnement par le cheval. Voilà, j'ai été... moi, en tant que manager, je me posais un certain nombre de questions sur mes pratiques, et j'ai bénéficié d'un accompagnement avec un coach, un équicoach. Voilà. Et le cheval m'a fait prendre conscience voilà, de points sur lesquels je devais progresser. Et j'ai trouvé cette approche tellement lumineuse, tellement puissante, et puis j'ai aussi clairement une appétence pour les chevaux, que j'ai décidé de me former. Donc j'ai suivi une formation avec Horses and Coaching en région parisienne, et voilà, je suis aujourd'hui certifié équicoach pour accompagner en individuel et en collectif. Voilà. Ah, ça y est, tu as les deux. J'ai les deux, tout à fait. Ah, d'accord. Et c'est bon. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que on voit un cheval, on voit quelqu'un qui est manager dans une entreprise, d'accord, ok, formidable. Bon, mais c'est quoi le lien, quoi? Alors déjà, enfin, tu as raison, c'est quoi le lien? Et c'est par ça qu'on commence. Quand on fait un équicoaching, on va dire individuel, on va présenter à la personne qui va être coachée, un manager par exemple, le lien qui existe effectivement entre management, donc l'étymologie du mot management, et le lien avec le cheval. Voilà, et l'histoire finalement du cheval au travers des siècles, et ce lien avec les personnes qui ont pendant un certain nombre de temps porté des responsabilités. Voilà. Et puis on développe aussi quel est notre esprit, c'est que nous pensons en tant que manager que finalement manager, c'est construire une relation de confiance partagée. Voilà. Que finalement manager, c'est créer une relation de confiance partagée. Pourquoi? Parce que ça crée chez les personnes trois choses indispensables et qui servent finalement la performance de l'entreprise ou de l'organisation.
c'est un fort taux d'engagement. Si Oui. je te fais confiance, tu vas te sentir engagé, et si cette confiance est réciproque. Un fort niveau d'agilité, c'est une capacité aussi à faire preuve d'initiative, à apprendre de tes erreurs, etc. Voilà. Et puis une forte capacité, j'ai oublié le mot, donc j'ai dit engagement, assertivité, et il m'en manque un, peu importe. Voilà. T'as dit agilité, Ouais, j'ai dit agilité, j'ai dit engagement, et j'ai dit... assertivité, non? Non, c'est pas l'assertivité, mais on la développe après. D'accord. En tout cas, voilà, il y a trois piliers effectivement à cette relation de confiance. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on a envie, enfin, nous pensons que le management, donc, c'est de créer une relation de confiance partagée. Oui. Et on propose d'expérimenter, de créer cette relation de confiance partagée avec un cheval. Ah, Voilà. Donc, on met un manager en condition avec un cheval en liberté, dans un carré de 20 mètres sur 20 mètres. d'accord. Et voilà, on va proposer au manager de suivre un protocole qui est en fait finalement, ce protocole est tiré de la vie du cheval dans la nature. Il y a très peu aujourd'hui de chevaux à l'état sauvage, mais à l'état sauvage, le cheval va vivre un certain nombre de choses, d'étapes. Voilà. Et on va proposer à ce manager de faire passer ce cheval à ces différentes étapes. Ça, c'est pour créer la confiance partagée avec le cheval. Le cheval, lui, va avoir besoin, puisque c'est une relation de confiance partagée, d'un certain nombre d'éléments de la part du manager pour pouvoir avoir cette confiance. Parmi ces éléments, il y a 5 savoir-être, qui sont l'écoute et la présence. Comment je vais être à l'écoute et en présence de mon cheval. Comment je vais le laisser faire. À partir du moment où j'ai demandé quelque chose à mon cheval, je n'ai plus aucune raison de lui demander. Comment je vais aussi lâcher prise. Voilà, parce que je ne maîtrise pas l'environnement dans lequel mon cheval va se trouver. Je suis dans un manège, il pleut d'un seul coup, la toiture est métallique, ça fait beaucoup de bruit, le cheval va partir dans un sens ou dans un autre. Voilà, je ne peux pas tout maîtriser. C'est vrai aussi dans l'entreprise, je ne peux pas tout maîtriser. Ah bah non, non. Comment je suis assertif? L'assertivité, c'est oser mais doser, ni paillasson ni hérisson. Voilà, comment j'ai une posture alignée, droite. Voilà, je peux dire les choses, mais je fais attention à la manière dont je le dis. C'est la même chose avec le cheval. Et puis, dernier savoir-être que l'on va observer et que le cheval attend de nous, c'est la temporalité. C'est-à-dire que c'est le temps du cheval et c'est notre temps aussi dans la relation de confiance avec nos collaborateurs ou coopérateurs, devrais-je dire. Ça va pas prendre exactement le même temps avec tout le monde de la même manière. Voilà. D'accord. Donc on met le manager avec un cheval, il met en place son protocole et le cheval attend de lui ses 5 savoir-être. Et puis on observe en tant qu'équicoach, qu'est-ce qui se passe, comment le cheval réagit. Et puis on débriefe évidemment avec le manager sur comment ça s'est passé pour lui avec ce cheval. Et ok, je vois parfaitement le protocole, l'accompagnement, la lecture. J'ai une question. Pourquoi le cheval? Alors le cheval, il est là depuis plusieurs millions d'années sur Terre. Et on s'est dit, c'est intéressant de savoir comment, étant une proie, comment il a fait pour survivre pendant autant de temps. D'accord. Et finalement, comment s'est-il organisé au sein du troupeau pour survivre. Voilà, qu'est-ce qu'il a mis en place? Voilà. Et il s'avère que je ne suis pas l'inventeur de l'équicoaching. Il s'avère que Guillaume Antoine, qui est donc un des inventeurs de l'équicoaching en France et qui nous a formés, explique ça très bien. On s'intéresse effectivement à la manière dont le cheval a pu réussir à vivre pendant tant de temps. Et qu'est-ce que nous pouvons nous en retirer vis-à-vis de nos organisations et de nos fonctionnements, de notre manière de fonctionner et de travailler ensemble. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un mammifère qui est aussi traversé par des émotions. C'est un mammifère, nous, dans la communication, il y a 7% de verbal, il y a 93% de non-verbal. Complètement, oui. Le cheval, c'est quasiment du non-verbal. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous ressemblent. Et le cheval a aussi des choses à nous dire par rapport à ça. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est le cheval. C'est pour ça que c'est le cheval. D'accord. Parce que c'est effectivement, j'ai souvent entendu l'équicoaching, l'équithérapie, et ainsi de suite. Mais on n'a jamais su, moi en tout cas, j'ai jamais su pourquoi c'était cet animal qui avait été choisi plutôt qu'un autre. Voilà. Donc là, on a l'explication en plus. Alors là, c'est génial, on a la totale. Là. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, moi je reviens un peu à nos moutons. Si je peux prendre un autre animal pour citer ça. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir, le lien avec la fonction publique, territoriale, d'État.
c'est cadre rigide, enfin, je pense, peut-être. C'est-à-dire des process bien, manque de fonctionnariat en règle générale, peut-être. Et puis à côté, tu as le cheval en liberté, avec quand même ce protocole, mais ce cheval en liberté. Qu'est-ce qui les a fait réunir dans ta volonté, dans ton mode de travail, dans ce qui a fait de dire, bah tiens, là, je vais me lancer là-dedans? Je pense qu'il y a différentes raisons qui m'ont amené à cela. La première, c'est les questions managériales. D'accord. Quand je donne mes formations en management, j'explique que j'ai fait à peu près, peut-être pas toutes, mais un grand nombre d'erreurs en tant que manager. J'ai été manager à l'âge de 18 ans et j'ai managé des personnes qui, à l'époque, pouvaient être mes parents. Et voilà, j'ai eu toutes les postures qu'il fallait pas avoir, j'ai eu toutes les attitudes qu'il fallait pas avoir, j'ai eu tout, enfin bon, peu importe. Et donc, je me suis beaucoup remis en question sur ma manière de manager et ce qu'était le management. Et il m'a semblé que l'Equicoaching, en tout cas celui que j'avais vécu, m'a permis de mieux comprendre, et je le disais tout à l'heure sur la confiance partagée, je pense que pour moi la clé du management c'est effectivement cette relation de confiance partagée. Donc pourquoi l'Equicoaching? Parce que je trouvais que l'Equicoaching répondait à quelque chose qui au fond de moi était là, que je percevais, dont j'avais l'intuition, qui était que oui, manager, c'est d'abord créer une relation de confiance partagée. Alors quand on a dit ça, on a à la fois tout dit et rien dit, parce qu'après il faut la construire. Mais voilà ce qui m'a atterré dans l'Equicoaching. La deuxième chose, c'est de voir qu'il y a énormément de personnes qui souffrent aujourd'hui, qu'elles soient dans la fonction publique ou dans le monde de l'entreprise. Le management a beaucoup évolué, mais il reste beaucoup de souffrance. Je pense qu'il y a parfois des angles managériaux qui sont pris qui ne me semblent pas être les bons. Et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, à la fois au regard de mon expérience de manager depuis un certain nombre d'années, et à la fois aussi de ce que j'avais appris avec le cheval. Alors j'ai parlé effectivement d'Equicoaching, mais tu le sais, je monte à cheval depuis quelques années, et le cheval pour moi a été une sorte de maître. Voilà, parce que le cheval ressent mes émotions, parce que le cheval demande du temps, parce que voilà, il y a quelque chose à créer, il y a à la fois à être très clair. Un cheval a besoin pour être en confiance que ce que nous lui demandons soit extrêmement clair. Donc ça c'est important. Donc si je ne suis pas clair avec moi-même, le cheval va le ressentir et voilà, il va avoir un certain comportement. Donc à la fois être extrêmement clair, être assertif, et en même temps voilà, il y a une relation à tisser, à créer qui demande du temps. Et j'ai appris ça. Moi je suis quelqu'un de très impatient. J'ai envie que les choses aillent très vite. Et avec un cheval, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi ça que ça m'a appris. Et donc, c'est un petit peu tout ça, et bien d'autres choses encore, que j'avais envie de transmettre, pas uniquement dans la fonction publique, mais d'une manière générale dans le cadre du management. Voilà. Et puis, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, il y a l'Equicoaching, mais je continue à me former évidemment à travers un certain nombre de lectures, de rencontres, parce que je crois que tout ça reste aussi encore un peu mouvant. Il y a des bases auxquelles je crois, et puis il y a d'autres choses dont j'ai besoin, je pense, de continuer à me nourrir. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le management est en pleine évolution, quoi qu'il en soit. Les hommes et les individus évoluent, donc le management évolue, notre posture n'est pas la même. Et comme c'est intéressant cette vision que tu disais à un moment donné, je ne pense pas que ce soit les bons angles qui eût été pris pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Oui, parce qu'effectivement, je pense que ces personnes ont eu cet enseignement de cet angle-là, se rendent compte que ça marche plus et ont besoin peut-être de sortir de leur sentier battu. Et par rapport à ça, l'Equicoaching peut être aussi une solution, puisque c'est tellement sentier battu par le sabot du cheval, mais qui amène à un moment donné... face à cette différence, face à un moment donné à cet angle d'attaque qu'on pourrait jauger comme étant difficilement traversable, il faut peut-être sauter un cap encore plus grand que les formations habituelles qui nous amènent à parfois répondre aux mêmes questions et puis passer à un autre niveau et dire on va sortir du cadre, out of the box, et se dire, tiens, l'Equicoaching peut être une façon de faire chauffer mon animalité et de la confronter à un événement. Alors, ce que tu dis est très juste d'abord sur la sortie du cadre. D'accord. Je pense que c'est pas la même chose d'être dans une salle de formation
avec des managers et parler management. On y apprend, j'espère, heureusement des choses. Mais c'est pas la même chose que de se retrouver dans un manège, les pieds dans le sable, dans un carré de 20 mètres sur 20 mètres avec un cheval qui fait entre 500 et 600 kilos. C'est pas la même chose. Donc on sort du cadre. On pourrait dire on sort de sa zone de confort et il y a quelque chose il y a quelque chose qui peut nous perturber. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense, je peux me tromper, mais que au fond de nous, on connaît, quand on a notamment un certain âge, à 50 ans, je pense qu'on commence un petit peu à mieux se connaître et on sait quels sont peut-être à la fois nos points d'appui mais nos points d'amélioration. Mais la force du cheval, c'est que c'est un miroir grossissant, non déformant. Ah, intéressant ça. Et donc, j'ai envie de dire, on prend en pleine poire quelque chose qui était, je pense, dont on avait conscience, peut-être qu'on essayait de se le cacher, mais là, le cheval nous le révèle pleinement. Et puis la troisième force de l'équicoaching, c'est que c'est pas le coach qui parle, c'est pas le coach qui dit, moi, non. En fait, il fait parler le cheval. En fait, il dit, moi, j'ai observé que quand tu agis de telle ou telle manière, le cheval a réagi de telle ou telle façon. Et puis, qu'est-ce que ça dit dans ta vie professionnelle quand, tu vois, tu avais demandé quelque chose au cheval et puis à un moment, tu l'as redemandé. Qu'est-ce que tu as observé? Ah, le cheval, il est parti au galop, je n'avais pas demandé, ou il a rué éventuellement. Ah oui, mais je me rends compte que peut-être qu'avec mes équipes, c'est ça. Peut-être que quand je mets trop de pression, c'est un tel impact. On s'en doute, mais là, le cheval nous le renvoie, comme je le disais, en miroir grossissant. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça. On sort du cadre. On est dans une zone qui est une zone pas forcément toujours très confortable. On peut même avoir peur du cheval. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et puis le cheval nous parle. Voilà. Et le coach ne fait qu'essayer de lire ce que le cheval a essayé de dire. Voilà. Il nous amène, c'est une référence. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le maître étalon? Voilà. Oh, bon. Bravo. À un moment donné, il faut garder une proportion. Je reconnais bien à la fois ton sens de l'humour et oui, le sens est à et tes jeux de mots. Donc, qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette à confronter sa méthode managériale, là tu l'as dit très bien, face à quelqu'un qui n'est pas dans l'être humain, qui peut être pris dans des conventions en plus. Là, le cheval, lui, il n'a pas de convention, il est brut de pomme, entre guillemets. Exactement. Il te donne exactement ce que tu as envie de lui donner. Donc, tu as intérêt tu vas l'avoir. Ta vision de faire les choses non déformant, grossissant mais non déformant, effectivement, pour avoir vu beaucoup de choses autour de l'équicoaching, et effectivement, je rejoins ce point de vue. C'est vraiment une approche très révélatrice. Il y a un deuxième point, si je peux me permettre. Mais tu peux te permettre. Ce sont les émotions. Ah. Alors, il y a un sujet sur les émotions. Il y en a 6, 4, 12. Et puis même aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on s'autorise davantage les émotions. Je repense à mon grand-père qui était imprimeur. Il commençait son boulot à une certaine heure, il finissait à une certaine heure. Il a passé toute sa vie dans la même entreprise. Il était, à mon avis, aucunement question d'émotion. Aujourd'hui, je pense qu'on s'autorise davantage à laisser la place à l'émotion. À ce que le manager ait aussi ses émotions. Et avec ce cheval, il y a des émotions. Nous sommes traversés par des émotions. Peut-être la peur, mais peut-être la joie. Et il y a ça. Il y a à la fois ce que nous avons évoqué, les postures, les savoir-être plutôt nécessaires à cette relation de confiance partagée avec le cheval. Mais il y a aussi cette capacité peut-être à lâcher prise justement pour vivre une réelle expérience et vibrer finalement d'une certaine manière et se laisser traverser par les émotions. Et ça, c'est aussi la force de l'équicoaching, parce que le cheval permet ça. C'est le fait d'enlever le masque. En tout cas, d'essayer de le faire. En tout cas, parce que c'est... D'essayer de le faire. De se dire, j'ai une expérience à vivre, je le fais pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes autour qui me regardent, c'est pas ça qui compte, c'est l'expérience que je vais vivre avec ce cheval en essayant de créer avec lui une relation de confiance partagée. Voilà. Et j'essaye d'être réellement présent à ce qui se passe. Il y a une question sur le temps présent. Oui, alors là, on déborde. Oui. Mais d'être réellement, non pas dans le passé, non pas systématiquement dans le futur, mais essayer de vivre l'instant présent. Voilà. Rappelle-moi le titre de l'auteur qui a écrit L'instant présent. Je ne saurais pas te dire. Là, j'ai un trou de mémoire. Nous avons des trous de mémoire. Nous sommes dans le sujet. Nous essayons d'être là. C'est l'effet d'apprécier que nous sommes ici et maintenant. C'est ça. Et qu'à partir de ce moment-là, cet instant nous appartient.
et qu'est-ce qu'il va nous offrir pour nous permettre d'avancer. C'est ça. C'est ça que tu proposes en fait. C'est ça. Voilà. Et en tant que manager, et tu confrontes la pratique par cette approche aussi. C'est ça, c'est que on confronte, enfin la pratique, on confronte nos postures managériales à un animal qui est là et qui va voilà, nous renvoyer quelque chose. Et je pense que c'est réellement, enfin en tout cas pour les personnes avec lesquelles on a eu l'occasion de vivre cet éco-coaching, où j'ai eu l'occasion d'accompagner en éco-coaching, il y a eu un avant, il y a eu un après. Ça a été quelque chose de percutant, de marquant, en se disant oui, effectivement, là j'ai pris conscience que sur tel point, je devais véritablement changer, progresser, évoluer. Enfin, voilà. Et en plus, comme tu le soulignes, c'est-à-dire que le cheval, lui, il n'y a que nous, là, à ce moment-là, que nous sommes en train de dire, c'est un manager. Le cheval, lui, s'en fout, il ne sait même pas ce que ça veut dire, manager. Exactement. Il ne sait pas du tout, il voit quelqu'un, il va en face de lui, qui, par ses vibrations, par sa dimension d'émotion qu'il va partager à ce moment-là, se présente. Et est là, voilà. Qu'est-ce que je vais en faire de ce petit bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il m'envoie comme message pour que puisse à un moment donné comprendre qu'il faut que j'aille dans cette dimension-là ou dans cet autre truc? Et ce que tu dis est aussi très juste sur qu'est-ce qu'il dégage. C'est ça. Parce que pour un cheval, il y a aussi la force de l'intention. Quelle est l'intention que je vais mettre dans ce que je vais faire, dans le protocole que je vais mettre en œuvre vis-à-vis de ce cheval? Est-ce que j'ai réellement l'intention de, par exemple, à un moment, on demande au cheval de se mettre en mouvement. Est-ce que j'ai réellement au fond de moi l'intention de mettre ce cheval en mouvement? Voilà. Et ça, le cheval, ça paraît peut-être incroyable, mais le cheval le ressent. Cette force de l'intention, cette énergie intérieure. Voilà, donc il y a tout ça en fait dans cette relation avec le cheval. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve ça si fort et si puissant. Voilà. Parce que c'est vrai que on est parti dans une discussion autour de l'éco-coaching, mais c'est intéressant. Il y a un moment, nous sommes les seuls à être humains ou inhumains. C'est-à-dire, on a nos opposés. Animal, inanimal, ça se dit pas. Donc, cette dualité, on la vit au quotidien. L'animal, lui, nous accueille dans cette différence et nous invite à un moment donné à qui tu es, quoi. Parce que tu es tellement soit l'un, soit l'autre, que moi, j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment, quoi. Et il nous envoie cette énergie pour nous dire « Eh oh, avec moi, on triche pas. Tu peux pas tricher. Tu peux essayer, mais ça marchera pas. » Ouais, je pense qu'au fond, c'est très juste ce que tu dis, je pense qu'au fond, le cheval attend de nous un alignement. Attend que nous soyons alignés. J'ai envie de dire que c'est le travail de toute notre vie. Enfin, là, on parle de manager, mais c'est le travail de toute notre vie pour chacun d'entre nous. Être aligné, cohérent, en effet, moi-même le premier, parfois d'incohérence entre ce que je dis et ce que je vis, entre ce que je voudrais être et ce que je fais. Enfin, mais c'est vrai que c'est aussi ce à quoi le cheval nous pousse, c'est à être aligné. Voilà, oui. Donc là, on en revient. On fait un peu, on saute du coq à l'âne, mais pour en revenir au monde animalier, toujours pareil. Mais pourquoi? Et le lien, encore une fois, je le cherche, parce que j'en vois plein, mais j'aimerais avoir les tiens. C'est quoi ce lien entre la fonction publique et tout cet engouement, toute cette passion de ce métier-là? Alors, je ne sais pas s'il faut en fait chercher un lien. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas de réponse à ta question. C'est ça. Mais faut-il en avoir, tu vois? En fait, je ne pense pas qu'il faut en avoir. L'idée, c'est de se dire, c'est un outil, et il y en a d'autres. Un outil managérial, mais c'est aussi un outil de connaissance de soi, donc qui dépasse le manager. Une séance d'éco-coaching peut aussi aider quelqu'un à retrouver de la confiance en soi. Ça peut aider, par exemple, on va prendre le cas de couples qui peut-être vivent des difficultés de communication, à apprendre à mieux communiquer entre eux. Je pense qu'il y a différentes manières de déployer l'éco-coaching. Voilà. Donc il n'y a pas de lien entre la fonction publique, il y a plutôt un lien entre le fait qu'à un moment, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans ces questions managériales, cette question de confiance partagée dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé cet outil percutant et puissant.
mais il peut se déployer autant dans la fonction publique que dans la sphère privée, et dans le secteur privé. Et d'ailleurs, c'est un angle de développement très clair pour Didélise. C'est aussi de pouvoir développer nos formations, et notamment cette nouvelle formation en Equi-Coaching, dans le secteur privé, évidemment. D'accord. Et ce serait ouvert dans ce cas-là dans un cadre au particulier. Tout à fait. Ça peut. Voilà. D'accord, ça peut. Donc, alors il y a quelqu'un, Wachavi, qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'Ultra Solution. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre à ce qu'un cabinet qui est dans la fonction publique continue et se dise, tiens, j'ai des formations, un catalogue de formations, j'ai une offre et tout ça. Super. Bon, maintenant cette offre, secteur public, hop, secteur privé. Secteur privé, non. Toi, tu prends l'ultra solution. Tu disais, j'ai ça. La suite logique, ce serait ça. Non. Moi, je fais autre chose. Je passe par l'autre côté du miroir, comme dirait Lewis Carroll. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas montrer qu'il y a aussi autre chose, que c'est pas une suite logique, que c'est en innovant et en passant par d'autres routes qu'on peut aussi parfois trouver notre propre solution, comme tu fais pour accompagner les gens par le biais d'Equi-Coaching quand tu le fais dans tes formations dans des cadres donnés. C'est-à-dire que dans ton organisation, déjà, tu prends l'antipode de quelque chose qui peut être reconnu, mais pas à ce point-là, et tu dis, je tente une expérience qui est celle-là, dans cette particularité, aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre d'une société qui grossit dans un ordre courant, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu es parti là-dedans ? En fait, une autre raison, je dirais que j'aimerais que Didélise soit une sorte de boîte à outils. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un organisme de formation. En fait, l'ADN de Didélise, c'est le sur-mesure. C'est le cousu humain. Ah. Ça a toujours été le cas, et ça, je pense, restera ce cas-là. Quand bien même nous répondons à des appels d'offres. Oui, c'est le paradoxe. On répond à des appels d'offres. Pour autant, dans le cadre des appels d'offres, on a toujours possibilité aussi d'aménager, d'améliorer, d'apporter notre patte à la réponse. Et je crois que finalement, mon désir profond, c'est de dire, chez Didélise, il y a tout un tas de talents que représentent les formateurs et l'équipe salariée. Et chacun a des choses à apporter, et que finalement, j'aimerais que mes clients, en fonction de la problématique qu'ils rencontrent, puissent venir puiser dans cette boîte à outils, dans cette boîte à talents, j'ai envie de dire ça, dans cette boîte à talents. Boîte à talents, pour essayer de répondre à leurs problématiques, à leurs questionnements, à leurs besoins de formation. Enfin voilà, c'est ce que j'aimerais faire de Didélise, ou ce que je continue à essayer de faire de Didélise. D'accord. Alors, je tiens à préciser, boîte à talents, copyright, Didélise. Voilà. C'est pas de le prendre, ça marche pas, il l'a déjà dit. Donc, on est je reprends boîte à talents, effectivement, proposer de la petite couture. Voilà. C'est ça. Tous les centres peuvent proposer quelque chose, mais Didélise propose aussi un catalogue de petites coutures, d'affinage. Voilà. C'est ça. Mettre sa patte antérieure, postérieure, de façon à pouvoir ensemble galoper vers l'objectif. C'est exactement ça. Et puis, on a différents formateurs en gestion de projet, comme tu l'étais, on a différents formateurs en management, enfin bon, voilà. Et c'est de se dire quel va être le bon formateur pour le client. C'est-à-dire que, en fonction de ce que j'aurais perçu du besoin de mon client, aussi de son contexte. Bien sûr. Je ne vais pas positionner exactement le même formateur ou la même formatrice. Parce que chacun va peut-être avoir une approche un tout petit peu différente du management, va avoir des outils différents, une manière d'animer. Alors toutes les formations sont aujourd'hui formations actives, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plus de descendance, ça fait des années qu'on n'en fait plus, mais voilà, c'est aussi de trouver l'adéquation entre le besoin de mon client, ce que j'ai compris de son contexte, et du talent que je vais pouvoir mettre en face. Bien sûr. Tu vas ouvrir ta boîte de talents, tu vas dire à telle personne, face à tel public, non, à tel public, oui, super, ça va marcher. Tout à fait. Il a telle ou telle compétence pour tel ou tel sujet. Bon voilà, c'est la personne la plus appropriée. Là où beaucoup, même dans des systèmes d'appel d'offres, pourraient se poser la question et se dire, bon voilà, une personne, one man, one shot, voilà, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. On a répondu à l'appel d'offres et puis on s'en fout, quoi, voilà. Et bon, c'est sur 4 ans, donc on aura tout le temps de rectifier le tir.
si jamais il se passe. Oui, T'as vu, je fais le contre-pied, je sais que c'est contre... Ça va pas du tout. Alors, c'est pas mon mode de fonctionnement, je sais, regarde. Voilà. Et c'est aussi pour ça, tu parlais des séminaires tout à l'heure, mais oui. c'est pour ça aussi que moi, j'ai pas la chance d'avoir tous les formateurs le matin au café avec lesquels je peux échanger. Voilà, ce sont des formateurs qui sont implantés sur l'ensemble du territoire national. Et donc, mon souhait, c'est à la fois d'avoir le plus régulièrement possible au téléphone, ce qui n'est pas toujours le cas en ce qui me concerne, mais de les voir, alors soit parce qu'on travaille sur un sujet ensemble, soit parce qu'on répond à un appel d'offres et j'ai besoin de leurs compétences pour telle ou telle chose, leur regard sur telle ou telle chose, et puis le séminaire qui est le lieu où on va tous se retrouver, avoir un plaisir à se connaître, présenter les nouveaux arrivants, c'est très agréable. Et puis voilà, puis aussi partager sur la vie de l'entreprise. Je considère que quand bien même les formateurs sont des formateurs indépendants, c'est important aussi de leur parler de l'entreprise d'Idealis pour laquelle ils interviennent. Ils interviennent pour d'autres entreprises évidemment, mais voilà, qu'ils connaissent un peu quel est l'ADN, qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous fait avancer. Et puis aussi de continuer à se former ensemble. Ça répond aussi à une des exigences de Calliope. C'est que les formateurs continuent à monter en compétences, ils le font de manière individuelle, mais c'est aussi sympa de le faire ensemble. Donc au séminaire auquel tu as participé, on a fait un atelier de facilitation graphique et on a fait aussi, parce que c'est ma marotte, on vient d'en parler, une séance d'équi-coaching. C'est ça. Voilà, pour découvrir ce que c'était. Voilà, donc oui, et puis, puisque je parle de talent, je ne peux... Je ne connais pas les personnes à 100%, on ne les connaît jamais vraiment, mais si je ne prends pas le temps avec les personnes, je ne peux pas découvrir les pépites, les talents qu'elles sont. La chaleur de la flamme. J'ai besoin de... C'est cette animalité que tu as, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se sente. Voilà. Voilà. Et alors, il y a aussi une part d'intuition, je peux me tromper, et puis je ne suis pas seul, il y a aussi l'équipe, mais c'est ça, c'est comprendre quelle est la valeur ajoutée de chacun des formateurs qui travaillent pour Didalyse et comment je peux le mettre en relation avec le client, sa demande et son contexte. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est faire une conjugaison, c'est ça. À un moment donné, savoir comment agencer les choses et ainsi de suite. C'est un Rubik's Cube, quoi. Ouais, c'est une recette. Ouais, c'est on mélange des ingrédients et on espère que ça va faire une belle pièce montée et que tout le monde sera content. Ouais, voilà. Et que le chou soit bien rempli de crème et qu'on va en prendre beaucoup de plaisir. Voilà. C'est toute cette diversité que j'avais envie de partager à l'ensemble des gens. Montrer que même si nous on est dans la fonction publique, dans la réponse en tout cas aux besoins, c'est pas pour autant qu'on peut pas innover. C'est pas pour autant qu'on peut pas proposer quelque chose de différent dans un contexte qui, à la base, pourrait être quelque chose de fermé. Et que derrière, on peut aussi en faire quelque chose. Voilà. Et puis, je me permets de dire une chose, parce que quand j'ai repris Didalyse, j'avais une certaine idée de la fonction publique, qui est en partie vraie, mais aussi évidemment en partie fausse. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a dans la fonction publique beaucoup de personnes qui ont envie de bien faire, qui sont pleinement investies dans leur travail, qui ont envie de faire changer les choses, faire bouger les lignes, etc. Alors il y a une certaine lourdeur, certes, mais voilà, il y a aussi de belles individualités, et je trouve que c'est important aussi d'avoir ce recul, de pas avoir cette vision uniquement négative de la fonction publique, et qui peut être légitime à certains moments, dans certaines circonstances, mais de voir aussi qu'il y a des personnes derrière, et il y a aussi de belles personnes, de très belles personnes. Oui. Voilà, donc j'y trouve aussi ma joie. Des gens qui sont investis dans des communes pour faire diversifier la culture, Oui, effectivement, on fait de belles rencontres. Tout à fait. On fait de belles rencontres sur un statut fonctionnariat, peut-être, mais quoi qu'il en soit, il y a de belles rencontres. Tout à fait. C'est vrai. Donc, mais d'où te vient cette volonté, à un moment donné, d'innover? C'est Carnac, c'est les alignements, c'est d'être toujours aligné, de cette volonté de chercher l'alignement. Alors là, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Sur l'innovation, je pense que, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, une entreprise qui n'innove pas, elle est morte, selon moi. Elle est morte. Alors, je ne considère pas que nous soyons à la pointe de l'innovation. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois Didalyse. Tu m'as parlé de l'IA, tu m'as parlé d'équi-coaching, tu m'as parlé... On s'interroge, on se remet en question, on tâtonne parfois, on se trompe aussi quelquefois. Tout à fait. Mais oui, on essaye en tout cas de ne pas être statique. C'est ça que j'entends aussi par innovation. C'est de ne pas être statique, de veiller, tu l'as dit toi-même, c'est aussi important. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Voilà, je ne pense pas que Didalyse soit différente des autres. L'innovation fait partie de la vie d'une entreprise.
Donc, contrairement au menhir qui est planté là depuis des milliers, voire millions d'années, je le maîtrise peut-être, d'Idalis, c'est pas un menhir. Non, c'est quelque chose qui bouge, qui avance. D'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert en reprenant l'entreprise. C'est que j'ai découvert que l'entreprise, c'est un être vivant. D'accord. Et je trouve ça extraordinaire. L'entreprise existait avant moi. C'est pas moi qui l'ai fondée, je l'ai rachetée. J'espère qu'elle existera après moi. Et son histoire continue. Il y a des gens qui montent à bord, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui sont là pour une étape. Enfin, c'est un être vivant. Et c'est aussi ce que j'ai découvert en tant que chef d'entreprise. C'est cette vie propre à l'entreprise. C'est marrant, tu parles de vision organique. Oui. Tu parles de vision organique, tu parles de contact avec presque la Terre, avec cette vision, alors on en a parlé tout à l'heure, mais et là tu nous fais encore une fois avec le cheval, encore une fois, je pourrais rebondir là-dessus. Donc il y a cette approche terrienne. Terrienne et vivante. Et en vivante, fait, voilà, je pense que le cœur, pour moi, c'est la vie. C'est-à-dire que voilà, la vie, ce sont des réussites, ce sont aussi des échecs, ce sont des joies, ce sont des deuils, mais enfin, c'est la vie. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'anime, c'est cette vie au sein du cabinet d'Idalis. C'est qu'à un moment donné, il peut se passer un ensemble d'émotions qui peuvent se conjuguer, et il y a quelque chose qui se passe, qui s'additionne, qui se conjugue. C'est ça. C'est ça. Super. Et encore une fois, j'ai toujours pas ma réponse, et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Oui, mais c'est normal. Il y a un moment donné, pourquoi, Didali, pourquoi tu as repris un cabinet? Pourquoi tu as décidé d'être chef d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a pris de faire cette folie-là? Non, mais ça va pas, non? Oh, tu pourrais être salarié dans une boîte. C'est vrai, et je l'ai été d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? En fait, ce qui m'a pris, c'est un événement plutôt douloureux. D'accord. Enfin, ce qui m'a pris, je pense qu'au fond de moi, il y avait le désir de tenter cette aventure, mais je ne m'en sentais ni la capacité ni la légitimité. Voilà. Et puis, comme quoi, voilà, tout arrive, et parfois de manière un peu étonnante. Je travaillais dans une association, et les relations avec le directeur qui m'avait embauché n'étaient pas forcément toujours évidentes. Mais voilà, c'était quelque chose, c'est quelqu'un qui était vrai et aligné, en qui j'avais confiance. C'est pas parce que là, voilà, il y a des personnes avec qui on a plus ou moins discuté, mais quelqu'un d'aligné, vrai, voilà. Et qui m'a un peu bousculé en disant, mais Christophe, voilà, pourquoi tu reprendrais pas une entreprise? C'était pas qu'il veuille me mettre à la porte, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai compris, mais c'était plutôt de penser que j'avais cette capacité dans laquelle moi-même je ne croyais pas. Et puis voilà, le temps a passé, j'ai pris le temps de digérer un peu les choses, et puis un autre ami qui me connaissait bien me dit exactement la même chose quelques mois plus tard. Voilà, et je me dis, oui, c'est vrai que j'ai ce désir en moi, et finalement le premier frein, c'est moi. Le premier frein, c'est moi. J'ai ce désir profond de vivre cette aventure de l'entrepreneuriat. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que je le fais pas? C'est qu'en fait, j'ai peur de mon ombre. Et ben voilà, je vais faire ce qu'il faut pour dépasser cette peur. Donc j'ai fait effectivement ce Master 2 dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'ai fait aussi ce qu'on appelle un diagnostic de talent. Donc comparativement à un bilan de compétences, j'ai été travailler avec quelqu'un, plutôt mes élans naturels, ce que j'aime faire, ce que naturellement je fais avec facilité, et ça m'a permis d'identifier les secteurs d'activité notamment dans lesquels j'aurais envie de me déployer. Et pourquoi un organisme de formation? Parce que j'ai toujours eu l'envie, le désir de la transmission, le souci de la transmission. J'avais repris il y a quelques années des études pour être enseignant. Voilà, j'ai créé une école hors contrat il y a quelques années, et donc ce souci de la transmission m'a toujours habité. Et j'ai envie de dire, c'est presque naturellement finalement que j'ai repris un organisme de formation. D'accord. Ok, c'est cette volonté de transmettre, cette volonté de partager une information. Et tout le questionnement aussi, enfin, tu le disais, je refais un peu le lien, mais cette transmission, c'est la veille avec ton entreprise, c'est transmettre ce qui peut arriver, pas se prémunir, mais envisager, anticiper, être proactif, pour que demain on transmette des choses qui sont dans l'air du temps, et permettre à chacun aussi de pouvoir se saisir de certaines informations. Oui, alors en fait je pense que
cette transmission, ce souci de la transmission, il est lié à mon histoire. Ouais. Mais tout le monde pourrait sans doute dire la même chose. D'abord, ce que j'ai reçu de mes parents. Voilà, j'ai reçu un certain nombre de choses, une éducation, une culture générale. Alors, mon grand-père imprimeur. Ton grand-père. Mon grand-père imprimeur, une culture générale. Voilà, enfin, un certain nombre de choses que j'ai reçues. Et puis, j'ai eu des maîtres. J'ai fait une école hôtelière en alternance et j'ai travaillé avec des différents chefs d'entreprise, avec des référents directeurs, enfin, des personnes qui, ponctuellement, ont été pour moi des références, dont j'ai retenu quelque chose. Pas toujours tout, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a... Et en fait, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, c'est que j'ai accumulé une certaine expérience, j'ai appris des autres, ça m'a servi, ça m'a fait grandir, je crois, et j'ai pas envie de le garder pour moi, j'ai envie de le transmettre. Voilà. Et donc, finalement, pour moi, un formateur, c'est aussi ça, c'est transmettre ce que l'on a reçu et qui peut-être va permettre à un autre d'aller mieux, d'avoir une meilleure posture, d'être... Enfin, voilà, peu importe ce que ça va lui apporter en fonction du contexte et de son besoin, mais c'est ça, oui, c'est de la transmission. C'est de la transmission. Eh ben dis donc, est-ce que... Alors là, j'en arrive obligatoirement à la question subsidiaire, parce qu'on a appris énormément de choses, on a appris plein de choses dans ton cabinet. Tu as vu toutes les interviews, enfin la plupart en tout cas, celles qui t'ont intéressé. Et donc, tu connais la question subsidiaire. Oui. Il connaît la question subsidiaire. Oui, je réponds oui. Oui, il répond oui. Donc la question subsidiaire, je te la pose. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et que je n'ai pas eu, sûrement, enfin je ne sais pas quel état émotionnel dans lequel j'étais, mais quoi qu'il en soit, je ne t'ai pas posé. Tu aurais voulu que je te pose quelle question ? Peut-être une question sur finalement d'où je tiens peut-être mon élan, mon inspiration. J'ai parlé des personnes, mais il y a quelque chose au-delà que j'ai pas évoqué. C'est ma foi. Voilà. Oui. Voilà, je suis quelqu'un de croyant. J'ai la foi et c'est quelque chose qui m'habite dans tout ce que je fais, dans toute ma vie. Ça ne fait pas moi de quelqu'un de meilleur. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me fait avancer. C'est ton truc à toi. Voilà, exactement. Ben super, merci. Merci beaucoup Yannick, merci pour cette interview. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cette interview. Je tiens aussi à remercier derrière la caméra qui nous fait des signes et qui bouge avec la tête et parfois qui rigole avec nous. Voilà notre ami Gilda. Je remercie aussi notre ami Pierrick qui s'occupe du cadre institutionnel général de cette entreprise qui s'appelle Entreprise avec un A. Je tiens aussi à remercier la plupart des gens qui, par leur petite menu monnaie, vont nous permettre de pouvoir avoir quelque argent sur le Tipeee pour acheter ces câbles, ces trucs, ces machins, et puis permettre... et pour ça, vous pouvez aussi, sans solliciter monétairement, aussi participer en cliquant, en likant, en disant merci, en nous écoutant sur l'Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, un peu partout, quoi, en fait. Nous sommes présents aussi sur Instagram et sur Facebook. Donc, vous voyez, nous sommes là, près de vous, à vous écouter et aussi vous à nous écouter. N'hésitez pas, marquez vos commentaires, partagez. Retrouvez aussi les coordonnées de notre invité dans la description pour pouvoir l'appeler, le solliciter et puis partager avec lui ses passions et sa volonté de partage. Sur ce, nous vous souhaitons, nous deux, une bonne soirée si c'est le soir, une bonne matinée. Et puis, nous nous disons à très bientôt pour un prochain épisode sur la chaîne Entreprise. Sur ce, merci Christophe. Merci Yannick, merci à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.